Bonjour à tous. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur l'industrie pharmaceutique. Comme vous l'avez vu dans l'exposé, hein, l'idée est de regarder quels sont les principaux enjeux du secteur pharmaceutique en France et un peu au niveau mondial, mais surtout en France, hein. C'était l'objectif de ce webinaire. Et de regarder également quelles sont les conséquences en termes d'emploi et de politique de ressources humaines. Donc, comme vous le savez, hein, il y aura un replay qui sera proposé aux personnes qui n'ont pas pu participer à ce webinaire et le support sera également envoyé à tous les participants à l'issue de notre webinaire. Euh, alors, en termes d'organisation, on vous propose de nous faire parvenir par écrit sur le chat les questions que vous pourriez être amenés à nous poser. Et nous répondrons à ces questions à la fin du webinaire, pardon. Donc, on propose de passer environ une trentaine de minutes pour exposer les principaux points qu'on souhaite partager avec vous et les 15 dernières minutes à répondre à vos questions. Alors, nous sommes aujourd'hui deux consultants de Secafi, donc je laisse la parole à Amélie pour la présentation. Oui. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Amélie Godard. Je suis consultante chez Secafi depuis une vingtaine d'années. J'interviens essentiellement dans le secteur de l'industrie pharmaceutique, à la fois sur les sujets économiques, financiers et de ressources humaines. Et pour le groupe Alpha, je suis également en charge de porter tous les sujets ressources humaines. Je suis donc Frédéric Laure, consultant chez Secafi spécialisé dans le secteur pharmaceutique et responsable d'ailleurs du secteur pharmaceutique au sein de Secafi. Et donc j'interviens essentiellement pour des missions récurrentes, donc dans le cadre des trois informations consultations annuelles obligatoires, et également dans le cadre de restructuration ou parfois de fermeture de sites. Euh, Partager notre document. On va vous présenter très rapidement Secafi parce que très peu, je pense, ne nous connaissent pas et après on entrera dans le vif du sujet. Je suis déjà là. Hop, pardon. Encore écran. Alors, rapidement, effectivement, comme évoqué Amélie, hein, Secafi, donc une société spécialisée dans le conseil aux comités socio-économiques, hein, avec trois, quatre volets principaux. Un premier volet d'expertise, donc qui rejoint ce que je évoquais tout à l'heure, hein, sur le fait qu'on intervient dans le cadre des différentes informations, consultations annuelles ou exceptionnelles obligatoires. Également, nous vous accompagnons tout au long de l'année pour vous conseiller dans le cadre de vos mandats. Nous vous accompagnons également pour permettre de construire des accords les plus équilibrés, les plus favorables possibles pour les salariés. Et enfin, nous avons une activité de formation à travers une structure Prométhéa pour vous permettre de mieux connaître vos droits et vos moyens d'action. L'industrie pharmaceutique en France, en quelques chiffres pour planter un petit peu le décor, c'est le cinquième marché mondial, hein, 3% de part de marché en baisse par rapport à 5% en 2008, un taux de croissance de chiffre d'affaires de 6% en 2024, un taux de marge moyen toujours très satisfaisant à 35%, des effectifs en hausse de 2%, dernière statistique LEM en 2023, un âge moyen de près de 45 ans, des augmentations moyennes issues d'un benchmark ENAO qu'on a réalisé au sein du groupe Alpha, qui, pour votre secteur d'activité, qui ressort à 2,7% au total, augmentation générale et augmentation individuelle. Des accords GEPP qui sont
assez généralisée, mais très centrée sur la mobilité externe et une dynamique inégale selon les métiers en matière d'évolution de l'emploi, une forte croissance et de forts besoins sur tout ce qui est digital, data, également environnement, et puis une attrition pour les fonctions de la visite médicale et les fonctions support. Alors, pour reprendre ce que disait Amélie concernant la dynamique du secteur pharmaceutique, vous savez que les directions et le LEM sont souvent très critiques et se plaignent d'un secteur qui est contraint par sa croissance. En fait, effectivement, relativement, le secteur pharmaceutique français a perdu des parts de marché depuis 2008. Malgré tout, on voit que sa croissance, et on va voir tout à l'heure sur les 4 dernières années, est plutôt de bon niveau, avec une croissance donc, du chiffre d'affaires net de 5% entre 2000 et 2024 en moyenne annuelle. Et la perte relative de parts de marché s'explique surtout par la forte dynamique de marchés importants, et notamment les États-Unis, qui est tirée par des prix de vente qui sont nettement supérieurs à ceux des pays européens, sachant que l'administration Trump a de nouveau mis sur le tapis la question de la révision à la baisse drastique des prix des médicaments aux États-Unis. Je l'évoquais, une croissance du marché pharmaceutique qui est forte. Vous avez ici un graphique qui montre l'évolution du chiffre d'affaires brut en orange et en bleu l'évolution du chiffre d'affaires net. Alors net, c'est-à-dire une fois retiré la clause de sauvegarde et les différentes remises au titre des prix des médicaments. Et là, on voit qu'en 2024, le marché pharmaceutique français a enregistré une croissance de plus de 6%, donc qui est de très bon niveau, sachant qu'en parallèle, le PIB, lui, a augmenté de 1,1%. Donc une croissance qui est très nettement supérieure à celle de l'économie générale. Et on voit que la progression en données brutes est encore plus importante, sachant qu'effectivement, le niveau de la clause de sauvegarde et le niveau des remises sur les prix des médicaments a quand même augmenté au cours des dernières années, mais n'a pas empêché, encore une fois, le secteur de connaître en net une croissance tout à fait importante et significative. Dans le même temps, l'emploi a poursuivi sa progression de façon continue. En 2023, on constatait une progression de 2% au niveau des CDI dans la branche, avec toujours des tensions de recrutement dans certains métiers, notamment les métiers de la production comme la qualité, la maintenance, les métiers de pharmaciens notamment, et puis également sur les métiers du numérique. Les métiers du numérique, c'est sur les 4 dernières années une croissance de l'ordre de près de 24%. Et au niveau des métiers du domaine de l'environnement, là également, par rapport à d'autres secteurs d'activité, on se rend compte que dans l'industrie pharmaceutique en France, ça a un petit peu du mal à augmenter. La progression s'élève néanmoins à 12% sur les 4 dernières années. Ce qu'on constate également, c'est que les plus petites entreprises sont les plus sujettes à des fluctuations de leurs effectifs, que ce soit à la hausse comme à la baisse, alors que les entreprises de plus grande taille ont une part de leur effectif restée stable, plus importante. Alors, on a vu que la croissance du marché reste très forte. Concernant les prix des médicaments, là encore une fois, vos directions déplorent le fait que le prix des médicaments en France serait inférieur à la moyenne des autres pays européens et encore plus à ceux des États-Unis, alors ce qui est vrai pour le dernier point. Concernant l'écart de prix de vente par rapport aux autres pays européens, certes, il est de 10%, donc 10% inférieur en France par rapport à la moyenne. Attention toutefois, c'est un constat qui doit être tempéré pour 2 raisons. La première, c'est que l'écart de prix avec les 4 autres principaux pays européens n'est que de 5% pour les produits innovants, et c'est là que les prix sont les plus élevés, comme vous le savez sans doute, et que par ailleurs, on a quand même un rapprochement des prix qui s'effectue de manière tendancielle et structurelle depuis une dizaine d'années,
et qui devrait se poursuivre, en particulier pour les produits innovants. Un autre facteur qui est très positif pour le marché français, c'est ce qu'on appelait auparavant l'ATU et qui maintenant, depuis 3-4 ans, s'appelle le dispositif d'accès précoce, qui facilite de manière très importante l'accès rapide au traitement pour les patients et évidemment qui suscite une forte demande de la part des laboratoires. Et on estime qu'entre 2021 et 2023, ce dispositif a permis à plus de 100 000 patients qui étaient auparavant quand même en situation d'impasse thérapeutique de bénéficier justement de ces traitements innovants de manière très rapide. Et sur la même période, les autorités ont reçu au total 180 demandes d'accès précoce. Et sur ces 180 demandes, 78% ont bénéficié de décisions favorables. Donc on voit que les autorités publiques permettent par ce dispositif d'avoir un accès très rapide aux produits innovants. Et par ailleurs, encore une fois, les laboratoires déplorent des temps d'accès aux médicaments qui sont très importants. Ce n'est pas le cas justement du fait de cet accès précoce. Et on constate que le délai médian d'instruction des premières demandes est environ de 80 jours, ce qui est extrêmement rapide. Alors là, ce sont des éléments, je dirais, qui contrecarrent ou qui contredisent en grande partie les arguments qui sont avancés par vos directions, notamment, mais pas seulement, à l'occasion des plans des PSE. Il y a quand même un argument qui est avancé par le LEM et les représentants des directions, c'est celui de l'instabilité réglementaire et du manque de visibilité qui, pour le coup, nous paraissent recevables. Puisqu'effectivement, on a quand même une très forte instabilité réglementaire avec des modifications extrêmement fréquentes des règlements et des normes. Par exemple, les règles d'accès précoce en 8 ans ont changé 7 fois. Et les règles de calcul de la clause de sauvegarde ont également changé 8 fois sur la période, donc ce qui entraîne quand même un manque de visibilité. Et ça rend plus difficile l'anticipation pour les laboratoires pharmaceutiques qui sont implantés en France, à la fois en termes de prévision de vente nette et d'ajustement des moyens financiers au regard de ces prévisions. Et également, c'est vrai que ça entraîne une certaine détérioration de l'image des filiales françaises par rapport aux groupes et aux maisons mères. Alors, il faut quand même souligner que quelques ajustements ont été récemment opérés. D'une part, l'annonce d'un plafonnement de la clause de sauvegarde. Bon, on verra ce qu'il en est au cours des prochains mois. Et également, un compromis qui a été trouvé entre le gouvernement et les industriels qui permet justement de plafonner cette clause de sauvegarde normalement autour de 1,6 milliard d'euros par an. Concernant les performances commerciales et financières du secteur en France et au niveau mondial, elles sont de très bons niveaux. Ici, vous avez un graphique qui montre l'évolution des ventes des principales filiales pharmaceutiques en France en 2023. Alors, vous voyez des performances extrêmement hétérogènes, sachant que la baisse des ventes des 4-5 laboratoires à gauche sont essentiellement liées à l'effondrement des ventes de traitements et vaccins contre le Covid-19. Et c'est notamment le cas pour Pfizer, qui a subi une baisse de 41% des ventes. Ceci dit, il avait doublé son chiffre d'affaires en 2022 par rapport à 2021. Et le deuxième facteur, c'est la pression des génériques et des biosimilaires, à l'image d'AbbVie, qui a enregistré une baisse de 3% de ses ventes en France en 2023. Au niveau mondial, les performances sont excellentes pour la plupart des laboratoires, avec une croissance annuelle moyenne plutôt une croissance en 2024 de près de 10% pour le top 20 pharma. Et là, cette progression très importante et s'explique par deux principaux facteurs. Le premier, c'est le lancement de produits dans l'obésité et le diabète, notamment pour Lilly et Novo Nordisk, et également des lancements très nombreux en oncologie, et c'est le cas notamment pour AstraZeneca. Par rapport aux performances financières, elles restent toujours de très très haut niveau.
vous voyez que les laboratoires enregistrent des taux de marge opérationnelle qui sont compris entre 25 et 50%, hormis Bayer et Teva qui font un peu exception. Et c'est clair que ces niveaux de performance sont parmi les plus élevés dans l'ensemble de l'industrie pharmaceutique mondiale. Et quand on regarde l'évolution sur une période assez longue, de 6-7 ans, on voit que finalement, ce taux de marge reste remarquablement stable. Et donc, les laboratoires, malgré les évolutions parfois défavorables, hein, notamment les baisses de prix, réussissent à compenser ces évolutions pour maintenir des niveaux de performance exceptionnellement élevés. Et la question qui se pose, c'est de savoir que font les laboratoires de cet argent qui est dégagé. Eh bien, vous voyez ici, la page qui est présentée, que la partie verte qui correspond aux acquisitions est assez importante. C'est-à-dire qu'un nombre important de laboratoires cherchent des réelles croissances par des acquisitions de laboratoires et de produits, mais que la partie orange et jaune-orangé reste très importante. Et cette partie, ça correspond finalement à la partie ou la proportion de l'argent qui est dégagé, qui est reversé aux actionnaires. Et on voit qu'en moyenne, c'est environ les 2 tiers de l'argent qui est dégagé par l'exploitation des grands laboratoires qui est reversé aux actionnaires, soit par des dividendes, soit par des rachats d'actions. Concernant la dynamique de l'emploi, comme je vous le disais tout à l'heure, on reste en 2023-2024 sur une création nette d'emplois. Néanmoins, la tendance est hétérogène selon les métiers. Là, notamment, on a parlé tout à l'heure de la digitalisation qui concerne particulièrement les fonctions support. Des réorganisations sont à l'œuvre sur ces métiers-là. On le voit, nous, hein, à travers les CSE qu'on accompagne. La visite médicale est orientée à la baisse, avec là un enjeu de mobilité interne, de développement des compétences pour évoluer éventuellement vers une autre famille de métiers, sur une population qui en plus est contrainte par une pyramide des âges souvent plus âgée. La poursuite de plans d'économie est également annoncée par les laboratoires, toujours à la recherche de réduction de coûts, malgré les effectifs, les résultats, pardon, toujours très satisfaisants, comme vous l'a présenté Frédéric tout à l'heure. L'anticipation de la transformation des métiers aujourd'hui reste peu adressée. On voit effectivement des plans de réorganisation assez fréquents dans l'industrie pharmaceutique, alors qu'un outil existe quand même, c'est la GEPP, qui devrait permettre d'accompagner gestion de l'emploi et des parcours professionnels, qui devrait permettre d'anticiper justement les évolutions et permettre d'accompagner les salariés en lien avec les évolutions du marché, les évolutions de leur métier. Et un accord de branche relatif à la gestion des emplois et des compétences et à l'évolution professionnelle des salariés a été négocié en mai 2023. Alors certes, cet accord a le mérite d'exister et de porter le sujet et d'inciter les entreprises à s'intéresser à cette thématique-là. En revanche, les mesures sont incitatives, mais pas contraignantes. Les principales dispositions sur lesquelles les entreprises sont incitées à négocier, c'est la santé au travail des plus seniors, le sujet de la transmission des compétences, de la mobilité interne et de la promotion interne, de l'entretien de fin de carrière, des bilans de compétences, de l'entretien professionnel de seconde partie de carrière, le co-investissement dans la formation, investissement employeur et salarié à travers son CPF, l'employabilité des IRP, et puis une analyse plus fine de l'anticipation face à l'évolution des métiers, une segmentation par typologie d'emploi, un travail autour des passerelles et des parcours professionnels.
Et nous, ce qu'on constate, on a fait une étude de 25 accords GEPP du secteur, accords GEPP récents. Et ce qu'on a constaté, c'est que majoritairement, les entreprises de votre secteur sont prêtes à investir dans des mesures d'accompagnement pour la mobilité externe, toujours en lien avec les restructurations dont on parlait tout à l'heure. Mais en revanche, les investissements concernant le co-investissement dans la reconversion, dans la formation, dans la transmission des compétences et pour le maintien de l'employabilité des salariés qui pourraient être fragilisés par un emploi menacé, eh bien ça, c'est trop peu adressé. Et vous avez, comme on l'évoquait tout à l'heure, une pyramide des âges plus âgée que ce qu'on peut constater dans la moyenne des industries. Vous avez un âge moyen d'un peu plus de 44 ans et 20% des salariés chez vous qui ont plus de 55 ans. Et on le voyait tout à l'heure, je vous le disais tout à l'heure, c'est d'autant plus vrai dans les métiers de la visite médicale. Et alors, il y a eu des départs à la retraite et des vagues de recrutement, l'embauche d'alternants également qui a permis de stopper l'augmentation de l'âge moyen de votre secteur. Néanmoins, il reste supérieur à ce qu'on peut constater dans la moyenne des entreprises. Ce sujet est adressé à travers les accords GEPP. Et ça fait d'ailleurs partie des mesures dont je vous parlais par rapport à l'accord de branche. Ce qui est négocié sur ce terrain-là, c'est essentiellement un allègement du temps de travail, des accompagnements financiers pour le départ anticipé à la retraite, mais encore une fois, essentiellement centrés sur les personnes qui pourraient perdre leur emploi parce que emploi menacé. Alors, sur cette thématique-là, il y a un point important que je vous invite vraiment à travailler cette année avec votre direction. Vous avez certainement entendu parler de l'ANI de novembre 2024 concernant l'emploi des salariés expérimentés. Et cette ANI devrait être transposée dans la loi. A priori, ça devrait être à l'été, au plus tard à l'automne de cette année. Les principales évolutions, je ne vais pas tout vous détailler, mais les principales évolutions de cette ANI par rapport à ce qui existe aujourd'hui, c'est le retour de l'obligation de négocier un accord sur l'emploi des salariés expérimentés pour les entreprises de plus de 300 salariés. Il y a eu un aller-retour là-dessus. Et maintenant, alors, il y avait eu une obligation de négocier par le passé. Ça a été arrêté et c'était maintenant adressé à travers la négociation de thématiques sur ce sujet à travers les accords de PP. Maintenant, on revient à une obligation de négocier un accord dédié. L'entretien professionnel de mi-carrière est également de retour. Ça avait été introduit par la loi de 2009 et supprimé en 2014. Il est de retour. L'entretien de fin de carrière doit être également mis en place. On a également la mise en place de contrats de valorisation de l'expérience. Alors ça, c'est la création d'un nouveau contrat pour faciliter le recrutement des demandeurs d'emploi plus seniors. Alors là, ça a mis en place à titre expérimental pour une durée de 5 ans. Et puis, le dernier point marquant par rapport à l'existant, c'est la retraite progressive ouverte à 60 ans, alors que jusqu'à présent, c'est ouvert 2 ans avant l'âge de départ à la retraite, donc c'était 62 ans du fait de l'allongement de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, avec également la condition d'avoir au moins 150 trimestres. Donc ça, c'est un sujet qui, pour vous, méritera effectivement un travail plus approfondi. Et notamment, quand on parle d'aménagement de fin de carrière, ça doit répondre de notre point de vue à plusieurs finalités. Favoriser la cessation anticipée d'activité éventuellement, mais aussi permettre de faciliter la transmission des savoirs, la transmission des compétences, la reconnaissance des salariés en fin de carrière, l'aménagement des conditions de travail, comment on permet aux salariés de travailler plus longtemps en bonne santé, l'accompagnement également
de la transition emploi-retraite et puis permettre une réduction du temps de travail en fin de carrière, et ça s'inscrit dans l'amélioration des conditions de travail des salariés les plus seniors. Un point qu'on évoquait également rapidement, l'industrie pharmaceutique est une industrie qui est particulièrement féminisée. Oui, vous avez une population plus senior que dans les autres branches, mais vous avez également une population plus féminisée. L'industrie pharmaceutique comporte 60% de femmes, alors essentiellement dans les fonctions support et les fonctions commerciales. Secrétariat, assistanat, les fonctions de pharmacovigilance et d'affaires réglementaires et chez les visiteurs médicaux, alors que les fonctions de production et les hautes fonctions de direction sont plus masculines. Et d'ailleurs, l'accès aux femmes au plus haut coefficient reste un axe de progrès. On voit ici quelles sont effectivement, les femmes sont essentiellement positionnées sur les coefficients 6B à 7A, et après, on voit très fortement une baisse de leur positionnement. Alors, qui dit féminisation des effectifs, renvoie également au sujet de la rémunération. Sujet de la rémunération en général, et également sujet de la rémunération, de l'équité en matière de rémunération, équité entre les hommes et les femmes. Au niveau de la politique de rémunération dans votre secteur d'activité, au sein du groupe Alpha, on a réalisé un benchmark de 58 accords NAO de votre secteur d'activité. Vous avez ici la représentation de l'échantillon. Si vous souhaitez avoir l'étude plus complète, vous pourrez vous rapprocher de nous par la suite et on vous en parlera avec plaisir. Mais ce que fait ressortir principalement cette analyse, c'est un niveau d'augmentation NAO 2025 moyen autour de 2,7%. Le total négocié par les entreprises vont entre 1% et 4,4%. La moitié des entreprises ont accordé une augmentation entre 2,5 et 3,5%, toutes catégories socio-professionnelles confondues. Et puis, si vous souhaitez avoir un petit peu plus de détails, on a également détaillé les augmentations générales, les augmentations individuelles. L'augmentation générale, on est sur une moyenne d'1,7%, augmentation individuelle 2,3%. Et puis, on a également réalisé une distinction par catégorie socio-professionnelle. Et concernant l'équité entre les hommes et les femmes, il y a un autre sujet d'actualité législative qui sera important de commencer à travailler dès maintenant, c'est la transposition dans la loi française de la directive européenne sur la transparence des rémunérations. Pourquoi c'est un sujet important et à anticiper dès maintenant? Alors pour ceux qui en ont peut-être déjà entendu parler, vous allez me dire, mais l'obligation pour les plus grandes entreprises et pour celles qui seront contraintes à des reportings sur le sujet, c'est juin 2027. Donc, on a encore un peu de temps. Oui, mais attention. Pourquoi je vous dis que c'est un sujet important à anticiper, à commencer à discuter avec votre direction dès maintenant? Parce que les principaux enjeux, les principaux changements liés à cette directive, c'est d'une part le renfort de l'index avec 7 nouveaux indicateurs. Aujourd'hui, on en a 5. Et puis, un point qui nous semble fondamental et qui justifie le fait qu'il faut vraiment commencer à travailler dès maintenant, c'est que maintenant, sur demande du salarié, des informations sur les rémunérations moyennes par sexe pour les catégories de travailleurs accomplissant le même travail pourra être demandé par le salarié. C'est-à-dire que quand on parle de même travail, c'est même travail ou travail de même valeur. Donc maintenant, le salarié pourra demander à l'employeur, et l'employeur devra forcément lui répondre, les statistiques sur les rémunérations moyennes des salariés hommes et femmes qui occupent un travail de même valeur. Et cette définition du travail de même valeur, vous voyez tout de suite la complexité que ça peut générer. La définition
de la directive européenne porte sur des critères de compétences, des critères d'effort, de responsabilité et de conditions de travail. Et on voit bien qu'aujourd'hui, quelles entreprises bénéficient de ce type d'informations et d'outils de classification, d'évaluation des emplois? Moi, j'en connais pas beaucoup. Donc, ça nécessite un enjeu de mise en place de ces outils, de mise à jour de classification, avec des grilles de rémunération par emploi de valeur équivalente. Et puis, encore une fois, un rôle renforcé des IRP, avec une évaluation conjointe des rémunérations entre direction et IRP si l'écart du niveau de rémunération moyen est supérieur à 5% entre les hommes et les femmes, et si l'employeur n'a pas justifié cette différence. Si vous souhaitez, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur ce sujet de la transposition de la directive, on organise après-demain, le 15, un webinaire sur le sujet. Je vous invite à vous y inscrire, on ne vous parlera que de cela. Donc cette directive, pour terminer là-dessus, doit être transposée en droit français avant juin 2026. Et pour les plus grosses entreprises, les premiers reportings devront être présentés en juin 2027. Mais encore une fois, compte tenu de l'ampleur du chantier, notamment pour retravailler cette classification et définir, classer les emplois de même valeur, c'est un chantier qu'il faut commencer à travailler dès maintenant. Donc peut-être pour terminer, avant de répondre à vos questions, aux questions que vous avez posées dans le chat, en synthèse, vous êtes positionné sur un secteur qui reste dynamique et très profitable, avec certes des contraintes qui sont toujours bien présentes et pour certaines qui se renforcent, mais un secteur voilà, très, très porteur, encore une fois, qui fait partie des plus profitables. Des enjeux en matière d'emploi, notamment pour adresser l'emploi des seniors et l'accompagnement du travail plus longtemps en bonne santé. Et puis, le sujet de la transposition en loi française de la directive sur la transparence des rémunérations à anticiper le plus rapidement possible. Frédéric, est-ce que tu avais, pendant que je parlais, est-ce que tu as noté quelques questions Alors, pas de questions. On a une demande comme quoi il y a un souhait de transmission de notre étude benchmark NAO. Donc effectivement, on confirme que les participants qui sont intéressés par cette étude pourront l'obtenir sans difficulté. Concernant les mouvements de délocalisation de fonctions support ou tertiaires, effectivement, hein, aussi bien Amélie que moi qui intervenons dans différents laboratoires, constatons ce phénomène, alors qu'il n'est pas nouveau, hein. Ça fait déjà plus de 10-15 ans qu'on observe une intensification de ce mouvement, avec forcément des conséquences négatives pour l'emploi en France, mais aussi et surtout, on en a parlé avec Amélie il n'y a pas très longtemps non plus, hein, des conséquences négatives sur les conditions de travail des salariés en France, dans la mesure où finalement les mesures qui sont mises en place et l'externalisation qui est faite n'est pas forcément toujours réfléchie et adaptée au contexte local. Et on se retrouve à avoir des mesures de remise en place ou de compensation qui doivent être faites en interne, au niveau local, pour pallier à certaines défaillances de ces fonctions support externes ou d'ailleurs internes. Parfois, ça peut être ce qu'on appelle des hubs groupes. Et malheureusement, ce qu'on constate, c'est que bien souvent, il n'y a pas d'évaluation a posteriori qui est faite justement de l'efficacité sur un plan global de ces fonctions externalisées. Et je crois qu'il y avait également une autre question. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur l'historique du chat? Oui. Qui s'adresse plutôt à Amélie concernant la possibilité ou non pour l'employeur de refuser une retraite progressive. Ouais. Oui, c'est toujours possible comme aujourd'hui, hein.
de refuser. Alors, il faudra en revanche que ce soit justifié par, alors si je reprends je pense que je l'avais noté quelque part, je reprends exactement les termes du contrat, enfin de la loi. Je ne le retrouve pas comme ça, mais ce sera à justifier par des contraintes en matière d'organisation de l'équipe et ça pourrait nuire au bon fonctionnement du service. Mais oui. Voilà, le refus de l'employeur sera justifié par l'incompatibilité de la durée de travail demandée par le salarié avec l'activité économique de l'entreprise et ça doit être une réponse écrite et motivée. Alors, les indicateurs qui devront maintenant être, les 7 indicateurs qui devront être présentés, c'est alors toujours l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes au niveau des composantes variables ou complémentaires, ça c'est nouveau, c'est l'introduction des éléments variables de rémunération. L'écart de rémunération médian entre les femmes et les hommes, ça aussi, ça n'existait pas dans les 5 indicateurs précédents, la notion de rémunération médiane. L'écart de rémunération médiane toujours entre les hommes et les femmes, mais par composante variable ou complémentaire. La proportion de travailleurs féminins et masculins bénéficiant de composantes variables ou complémentaires. La proportion de travailleurs féminins et masculins dans chaque quartile, ça aussi c'est quelque chose de nouveau, l'introduction de la notion de quartile. Et puis, l'écart de rémunération entre femmes et hommes par catégorie de travailleurs, ventilé par salaire ou traitement ordinaire de base et par composante variable ou complémentaire. Donc ça, c'est des notions qui devront être précisées dans ce que la France entend particulièrement comme niveau précis par rapport à ces 7 indicateurs, mais la directive présente ces 7 niveaux. Alors, je vois qu'il y a également une autre question ou intervention en disant que dans l'industrie pharma, beaucoup de femmes et les écarts sont difficilement analysables. Alors, vous faites peut-être référence à l'index actuel où effectivement les entreprises aujourd'hui en France par rapport à ce fameux index ont la possibilité de segmenter les catégories de salariés par rapport à des groupes qui comportent un nombre insuffisant d'hommes et de femmes et qui du coup, de fait, sont exclus de l'index. Je ne sais pas si vous faites référence à ça ou pas. Sinon, peut-être préciser votre demande. Mais nous, c'est vrai que dans le cadre, quand on accompagne les CSE dans le cadre de l'information-consultation sur la politique sociale, on est amené à travailler sur ce sujet des écarts de rémunération et on travaille sur la base des fichiers du personnel où on a par matricule tous les éléments de rémunération et par emploi. Et donc, on peut, nous, au-delà de ce qui est transmis dans l'index, nous, on peut travailler sur des analyses beaucoup plus fines en comparant les hommes et les femmes d'emploi qui sont jugés comparables. C'est le contraire, trop de femmes et peu d'hommes. Oui, oui, alors après, tout dépend des fonctions, mais comme je vous disais, l'industrie pharmaceutique est particulièrement féminisée et c'est vrai qu'il y a des emplois pour lesquels il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes et il y a d'ailleurs quelques laboratoires qui mettent en place une politique incitative aussi au recrutement des hommes dans certaines fonctions. Ouais. Après, comme on l'a vu tout à l'heure, dans les plus hauts grades, dans les plus hautes fonctions de direction, on se retrouve, comme dans beaucoup de secteurs, avec un nombre de femmes là, beaucoup plus restreint. Très bien. Eh bien, il est dans 50. Vous avez nos coordonnées, n'hésitez pas à nous contacter, à nous faire parvenir d'autres questions, d'autres remarques ou partager d'autres éléments avec nous. En tout cas, nous, on était ravis de partager ce moment avec vous et puis on vous souhaite une bonne fin de journée.
Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.